C'est à vous. Bon, bah écoutez, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Clément, merci Finance Innovation pour cette nouvelle occasion d'échanger sur l'open banking. Je m'appelle donc Bruno Cambounet et depuis une dizaine d'années, je suis impliqué sur les sujets de l'open banking. D'abord dans une autre filiale du groupe qui est Axway, et puis maintenant chez Sopra Banking. En fait, j'ai eu le plaisir de participer à l'open banking en Angleterre dès l'origine, c'est-à-dire dans les années 2013-2014. Puis avec Stet en France, et puis là peut-être de façon plus investie, personnelle en tout cas, avec le Berlin Group où j'ai l'honneur de co-présider l'advisory board des groupes qui traite du volet demande du marché pour créer ce standard. En fait, depuis quelques années, 4 ans grosso modo, chez Sopra Banking, nous avons créé une plateforme d'engagement digital bancaire qui est exactement calée sur les sujets. Donc, je vous propose en fait de dérouler quelques slides, peut-être commençant par l'open banking finalement, parce que l'open banking, ça date en fait, on n'appelait pas ça comme ça au début, mais j'aimerais d'abord rappeler, en tout cas la définition que certains lui donnent, et en tout cas que moi j'aime bien, je conserverai toutes les définitions qui sont tournées vers le client final. En fait, l'open banking, c'est ce qui permet l'usage de services financiers dans l'accomplissement des projets des personnes morales ou physiques. Et au passage, d'ailleurs, on évoquait le sujet open finance. Avec cette définition, on voit bien que l'open banking, c'est une chose, mais l'open finance, qui commence à se dessiner d'ailleurs en Europe et un petit peu partout dans le monde, s'applique très bien, ou se retrouve très bien dans cette définition. Aujourd'hui, si on veut faire un état à date, c'est-à-dire décembre 2020, on a différents standards qui sont utilisés dans l'open banking en Europe. J'en citerai 3. En tout cas, les 3 que je connais bien, celui de l'Open Banking Standard en Angleterre, qui est conduite par une organisation qui s'appelle l'Open Banking Implementation Entity. L'autre qui est conduit ici en France avec la STET. Et puis la troisième qui est portée par le Berlin Group, une association qui en fait n'a rien d'allemand, malgré son nom, et qui est aujourd'hui implémentée dans à peu près 75% des banques en Europe. Ce que je voudrais dire également, c'est que malgré le Covid, ou peut-être à cause du Covid d'ailleurs, à date aujourd'hui, il y a 400 tiers de services de paiement qui existent en Europe, et il y en a 40% qui ont été créés dans les 6 derniers mois. Je ne peux pas parler de l'Europe sans dire également quelques mots de ce qui se passe dans le monde. Je n'ai pas le temps de détailler chaque région, mais quand même, j'aimerais partager avec vous 2 choses. C'est que l'open banking, c'est pas que de la réglementation. D'ailleurs, dans la plupart des pays, ce ne sont pas des réglementations. C'est d'abord une demande du marché que l'on laisse œuvrer jusqu'au moment où il est peut-être nécessaire d'apporter une certaine réglementation. Ici, en Europe, on a agi comme ça, de toute façon, mais on a porté une réglementation assez tôt. Je vais juste citer deux pays, les US, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un focus réglementaire qui apparaît cette année pour la première fois avec la révision potentielle de l'article 1033 du Dodd-Frank Act. Cependant, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas de l'open banking au sens où on entend nous, c'est plutôt de la réglementation sur l'accès aux données des personnes physiques ou morales qui sont dans les organismes financiers en général. C'est assez intéressant puisque c'est vraiment de s'intéresser aux droits d'usage de ces données. Et d'ailleurs, de fait, l'open finance rentrera du même coup dans le même paquet. Je voudrais aussi parler de Singapour qui a mené une expérience très intéressante, enfin plus qu'une expérience, mais une initiative sur l'open banking dès les années 2014-2015. À l'époque, je travaillais pas mal avec les banques australiennes et en Asie du Sud-Est. Il est intéressant de voir que la Monetary Authority de Singapour a conduit un travail avec l'ensemble des industries pour aboutir en 2016 à ce qu'ils ont appelé leur classification périodique des API financières, qui est aujourd'hui accessible dans un book qui s'appelle le Financial as a Service API Playbook depuis 2018. Et en fait, c'est plus de 400 API, c'est 411 très précisément, qui sont en support des interactions que les personnes physiques ou morales peuvent avoir avec les organismes financiers dans les différents processus, que ce soit achat ou autre,
dans la vie de tous les jours de ces écosystèmes industriels. Voilà, une fois que j'ai dit ça, on va peut-être revenir un petit peu en Europe. Et d'abord, en fait, l'open banking, c'est quelque chose qui intervient dans l'économie digitale d'une manière générale. Et juste pour rappeler le contexte dans lequel on se situe, il y a deux axes finalement qui sont à considérer quand on cherche à se positionner dans l'économie digitale. C'est l'axe distribution qui est en gros l'axe horizontal sur ce schéma, et l'axe production du service proprement parlé qui est l'axe vertical. Et sans tout détailler, les banques traditionnelles elles sont plutôt dans le carré en bas à gauche, ce qui est noté ici as a universal bank. En gros, c'est des banques qui produisent des services et qui les distribuent et qui restent intégrés sur ce schéma-là. Au-dessus, on voit ce qui est noté sur le schéma Embedded and Invisible. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi la banque as a service, où finalement les banques produisent un certain nombre de services, ou les organismes financiers produisent un certain nombre de services, et s'appuient sur des tiers pour les distribuer. Et là, faut pas croire, c'est pas parce qu'on est une banque invisible qu'on n'existe pas. Il y a pas mal de grands noms, enfin il y a BBVA qui est connu pour être précurseur dans l'open banking, qui s'est positionné sur certains segments de cette façon-là. Il y a Standard Chartered qui a créé une filiale, Nexus pour cela, en 2020. On peut aussi parler de Barclays en Angleterre, qui est support de la carte de paiement d'Uber. On pourrait citer Citi, qui s'appuie sur l'interlocution client de Google dans un certain nombre de marchés, etc., etc. Ce que je voudrais aussi citer, c'est ce dernier quadrant, enfin cet autre positionnement qui est en haut à droite, c'est l'approche de plateforme en marque blanche, banque as a platform tel qu'on le trouve dans la littérature, où là il s'agit d'agréger des produits évidemment par des tiers, pour soutenir une banque qui elle est focalisée sur la distribution des services résultants. C'est ainsi d'ailleurs qu'est né le concept de N26 au départ. En fait, différents positionnements sont possibles. Il n'y a pas une stratégie qui prévaut de façon universelle. Tout dépend de son marché, tout dépend de sa position, de sa stratégie. Et il faut noter qu'une stratégie de positionnement multiple peut être mise en place afin de se positionner au mieux en fonction des segments de marché que l'on occupe ou ceux qu'on souhaite acquérir. Par exemple, enfin c'est assez évident peut-être, mais un acteur qui disposerait de la relation client sur un segment aura intérêt à agréger des services supplémentaires pour étendre sa chaîne de valeur et offrir encore plus à ses clients. Alors même que ce même acteur aura intérêt à s'associer avec un acteur qui aurait la relation client sur un autre segment qui, lui serait inaccessible. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on va dire, de l'open banking, si on regarde les objectifs poursuivis par les banques, et là-dessus, je vais m'appeler sur une étude qu'avait menée notre partenaire TIC sur l'open banking auprès d'un panel de 300 banques en Europe. Et ce qui montre que en fait, la réduction des coûts n'est pas la seule motivation. Et ça c'est vraiment intéressant. Par contre, offrir de meilleurs services et une personnalisation sont vraiment les facteurs qui viennent en premier. Maintenant, il faut aller regarder un petit peu plus en détail. Et pour regarder plus en détail, je vous propose en fait qu'on analyse ça sous deux angles. Deux angles de motivation pour une banque. Le premier axe, c'est, je dirais, l'axe horizontal, c'est l'axe naturel quand on cherche à optimiser des opérations. C'est l'axe d'optimisation des coûts, en particulier ceux des process opérationnels. D'ailleurs, de base, tous les analystes pendant pas mal d'années ont annoncé globalement un potentiel de réduction de 30% des coûts des opérations grâce au digital. L'autre axe est aussi très intéressant parce qu'en fait, il correspond à l'axe d'une motivation stratégique, c'est-à-dire pour les décideurs d'une banque ou d'un organisme financier, de changer de cadre, de sortir de la boîte. Et c'est d'ailleurs là qu'on progresse, voire qu'on peut innover. Cependant, c'est aussi une direction plus risquée à entreprendre. En fait, la vraie difficulté pour les dirigeants, c'est d'équilibrer les décisions à prendre d'un côté et de l'autre, sachant que ces décisions, elles doivent être prises, mais ni trop tôt, ni trop tard. D'ailleurs, je vais m'appuyer sur le même
étude que Tink avait pu faire avec YouGov pour regarder ce que ça donne sur les cas d'usage. Concrètement, en fait, ils ont étudié, ils ont trouvé une douzaine de cas d'usage de l'open banking. Et ce que je me suis amusé, si vous voulez, à les positionner dans le plan là, que j'ai dessiné. Et ce qui est intéressant, c'est que sans trop de surprise, on retrouve que les cas d'usage prioritaires sont effectivement sur l'optimisation des opérations, hein, typiquement pour automatiser l'onboarding, pour avoir un KYC plus pertinent, plus précis, évidemment, tirant parti de la fraîcheur et de l'accès à plus de données, mais aussi à de la réconciliation d'écriture bancaire, en particulier pour les entreprises. Donc ça, c'est sans trop de surprise. On commence pour autant à avoir des cas d'usage un petit peu plus avancés à arriver. D'ailleurs, je pense que ce que j'entendais dans la table ronde précédente va dans ce sens. On voit apparaître en particulier des cas d'usage où les banques commencent à chercher à tirer parti de nouvelles données pour adresser des populations aujourd'hui exclues, par exemple, de l'accès au crédit, en faisant exclues par les scoring classiques, je dirais, d'analyse de revenus ou d'analyse d'éligibilité en particulier. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, l'open banking ou l'open finance, parce que tout ça, c'est l'ouverture à des services financiers au sens large, c'est finalement travailler dans un monde plus ouvert, comme son nom l'indique. Mais personnellement, moi, je voudrais partager avec vous les quelques leçons que je tire en fait de mon parcours aujourd'hui dans ce domaine avec différentes banques. Premièrement, l'expérience utilisateur reste déterminante. Elle est de plus en plus déterminante en fait. Je soulignerai l'approche qu'on a eue avec l'OBIE en Angleterre, qui est très différente de l'approche qu'il y a eu sur les standardisations pour tenir compte de la compliance PSD2, DSP2, pardon. Dès 2016, ce que l'on a fait, ça a été de définir des cas d'usage typiques pour les utilisateurs finaux. L'OBIE a même créé un Customer Working Group pour créer ces cas d'usage. C'est uniquement après que les API pour supporter ces fameux cas d'usage qui ont été créés. Si je reprends l'exemple de Singapour que je vous ai cité au début, c'est exactement pareil. Nous sommes réunis avec tous les acteurs concernés. Et on n'a pas défini des API techniques, on ne s'est pas penché sur tous ces sujets-là. On s'est d'abord penché sur à quoi ça sert, quel est l'intérêt pour les utilisateurs, les consommateurs de ces API. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe aux US. Je vous ai cité les révisions en cours de discussion du Dodd-Frank Act. C'est exactement pareil. En fait, on s'intéresse aux droits des clients, donc on s'intéresse au client final, à disposer de ces données. Ensuite, l'autre volet que Bruno, je suis désolé, il va falloir conclure, malheureusement. Ah, d'accord, on ok. est passé là. Désolé. Ok, bon, je vais faire super court alors. Donc, c'est les points suivants, mais vous aurez les slides de toute façon. C'est l'approche holistique des systèmes, s'intéresser à tous les acteurs qui sont des parties prenantes dans les systèmes, pas seulement les clients. Et puis le volet technologique qui est là pour accélérer les choses et permettre de faire du digital. En conclusion, moi j'ai envie de dire qu'il y a une réelle maturité qui s'est installée sur l'open banking. Je pense que le Covid y est en partie pour quelque chose. Et on n'est plus dans la mouvance des banques rejetant finalement les TPP. Maintenant, j'aimerais partager un autre angle qui m'est cher, c'est que finalement, l'open banking permet de donner du sens à la finance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de projets de solidarité, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas insister, mais pour moi, ça me paraît évident et c'est absolument normal qu'on voit aujourd'hui des acteurs comme dans le Green Payment, hein, qui est un des exemples, qui se manifestent. Parce que s'intéressant au client final, on s'intéresse à ses préoccupations et on va chercher à lui expliquer ce que l'on peut faire pour lui dans la finance. Mais plus globalement, au-delà de l'Europe, la DSP, elle est née dans l'idée au niveau européen de réduire les coûts des paiements en Europe en général, de façon à libérer du pouvoir d'achat pour les individus. On assiste exactement à la même chose sur les transferts nord-sud ou sur les projets dits de rémittance pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la capacité à offrir à pas cher des transferts d'argent pour les diasporas d'immigrés dans les pays européens pour ramener de l'argent dans la famille et investir dans les pays locaux. Il y a un gros move là-dessus qui est poussé par la Banque mondiale. On est là-dedans. Je
pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et avec le pôle de compétitivité internationale qui est Finance Innovation, je pense qu'on a vraiment les moyens de fédérer nos efforts parce que c'est pas que l'acteur technologique que je représente ici, hein, Sopra Banking, qu'on peut faire des choses, c'est tous ensemble. Et je trouve que la journée aujourd'hui est vraiment sous cet angle. Et donc, voilà, moi j'y crois beaucoup et je vous remercie de votre attention, même si j'étais un petit peu plus long. Merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation extrêmement intéressante.